Hackathon. Mère, sœur, fille, cousine, amie, épouse, les femmes nous entourent et tissent le fil de nos vies. Pendant que les unes me diront directement le poing levé et la tête haute pleine de fierté, certains fronceront les sourcils quelque peu sceptiques. Et oui, on nous le répète sans cesse, les femmes sont différentes. Trop émotives, leur cerveau serait moins adapté aux rigueurs du raisonnement analytique et la prise de décision pertinente, car le cerveau féminin serait intrinsèquement moins performant que celui des hommes. Après tout, cela fait à peine 80 ans que les femmes ont le droit de vote en France. En ce mois de mars qui célèbre la femme avec la Journée internationale des droits de la femme, le Women's History Month et l'Aïd al-Hum honorant les mères le jour du printemps, et dans ce contexte sociétal où les courants émergents tels que le masculinisme rappellent que les rapports entre les sexes suscitent encore des oppositions vives, levons le voile sur les mythes et les mystères qui entourent l'esprit, la psychologie et même l'intellect des femmes. Découvrons ensemble ce qui rend le cerveau féminin si unique. Bienvenue dans Eureka, le podcast qui fait vibrer vos neurones et éveille vos synapses. Je suis Dr Eka, neuropsychologue et désormais votre dealeuse de dopamine, prête à booster votre curiosité. Comme à chaque épisode, je vous emmène dans la magie de votre organe du savoir pour répondre aux interrogations que vous aviez ou pas et vous faire penser Eureka, ou plutôt Neureka. Depuis la nuit des temps, quand on parle de femmes en opposition aux hommes, un questionnement occupe l'espace public, alimente les médias et fait des apéros entre amis tournés en débats enflammés. Et c'est possiblement une question que vous vous êtes souvent posée sans savoir qui ou quoi croire. Le cerveau féminin est-il vraiment fondamentalement différent du cerveau masculin? Et comme souvent, à question existentielle, il y a réponse neuroscientifique. Enfin, on ne sait toujours pas pourquoi, c'est quand on est le plus pressé qu'il nous arrive une catastrophe. Mais enfin, revenons à notre question existentielle. Les femmes sont-elles cérébralement différentes des hommes? Ouais, c'est ça. Je vous tease encore un peu. Vous voulez vraiment la réponse, n'est-ce pas? Eh bien, si l'on en croit les études d'imagerie, suspense, oui, il existerait une différence neuroanatomique entre les hommes et les femmes. En effet, le cerveau des hommes serait en moyenne légèrement plus gros, 1,3 kg en moyenne chez un homme versus 1,1 chez les femmes. Mais cette différence de taille, petit jeu de mots, ne se traduirait malheureusement pas par une supériorité cognitive. Car certes, les hommes auraient effectivement plus de volume, mais ce serait juste de l'espace vide. Non, ne paniquez pas les gars, je rigole bien sûr. Plus sérieusement, les recherches les plus récentes, notamment celle de Gina Rippon, professeure émérite de neuroimagerie cognitive au Aston Brain Center en Grande-Bretagne, montreraient que les hommes ont effectivement un tissu cérébral plus large, mais afficheraient une connectivité plus concentrée dans des zones cérébrales spécifiques, tandis que les femmes, elles, tendent à présenter des connexions neuronales plus étendues grâce à une forte connectivité interhémisphérique. En d'autres termes, les hommes auraient des connectivités marquées mais ciblées, alors que les femmes auraient une connectivité intensément plus diffuse. Du coup, cette organisation, facilitant un passage plus rapide et plus fluide d'informations entre l'hémisphère droit et gauche, favoriserait l'intégration de plusieurs types d'informations simultanément. Et cette interconnexion accrue faciliterait, par exemple, la gestion des émotions, tout en permettant une pensée analytique, aidant ainsi à résoudre des problèmes complexes qui requièrent à la fois une forme d'intuition et de la logique. Et selon les chercheurs, cela pourrait bien expliquer pourquoi, dans des situations sociales ou professionnelles, les femmes semblent souvent avoir une approche plus holistique, plus globale, combinant empathie, créativité et rigueur. C'est pas moi qui le dis, c'est la science.
Effectivement, le cerveau féminin semble mieux articuler la reconnaissance et l'expression des émotions. Il s'active de manière bilatérale dans le système limbique, vous savez, le QG des émotions, et plus particulièrement dans des zones clés telles que l'amygdale, l'insula et le cortex préfrontal. Et c'est cette configuration qui faciliterait le traitement des émotions, non seulement par la détection des émotions chez soi, mais aussi par leur identification chez les autres. Mais ce serait vraiment un raccourci de n'attribuer ces différences qu'à des facteurs neurobiologiques et ainsi ignorer l'influence socioculturelle qui façonne le développement et l'utilisation de ces régions cérébrales. Comme le disait la célèbre ministre de la Santé Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Il est en effet indéniable que les codes socioculturels jouent dès l'enfance, un rôle capital dans l'évolution d'une femme. Que ce soit par l'éducation, les normes de genre ou les attentes sociales, les filles sont généralement encouragées à être attentives aux signaux émotionnels et de fait plus promptes à exprimer leurs émotions. Ces apprentissages des normes socioculturelles se traduiraient alors, grâce à la neuroplasticité, par des modifications neuronales qui renforceraient les connexions dans ces mêmes régions clés du système limbique. Sans surprise pour vous, n'est-ce pas? Puisqu'on le répète depuis l'épisode pilote, vous savez désormais que l'expérience façonne le cerveau et sa structuration au fil du temps. Mais alors, pourquoi cette plasticité bien présente chez tout un chacun paraît particulièrement marquée dans le cerveau féminin? Vous avez une idée? Eh bien, tout simplement parce que le cerveau d'une femme est celui qui subit des fluctuations hormonales quotidiennes et intenses à chaque étape de sa vie. Dès la puberté, lors du cycle menstruel, pendant la grossesse, postpartum et même à la ménopause. Comme vous le savez, parce que vous n'avez raté aucun épisode de Neureka, le cerveau est façonné tout au long de la vie par l'apprentissage et l'expérience, mais aussi par la variation des niveaux de neurotransmetteurs et d'hormones présents dans les aires cérébrales. Et chez les femmes, ces fluctuations hormonales sont continues, ce qui influence perpétuellement la structure et le fonctionnement du cerveau. Et cela commence dès la puberté avec l'activation du cycle menstruel, tout au long duquel les niveaux d'hormones sexuelles, œstrogènes et progestérone, vont fluctuer, modulant ainsi l'activité cérébrale, ce qui aura une incidence non seulement sur la cognition, mais aussi sur l'humeur, la motivation, le niveau de stress et même la perception sensorielle. Pour la faire brève et vous faire par la même occasion une petite révision du cours de SVT de seconde, un cycle menstruel dure entre 28 et 32 jours et commence au premier jour des règles. Durant la première moitié du cycle, dite phase folliculaire, les niveaux d'œstrogène augmentent, amplifiant la connectivité synaptique, et ce, notamment dans l'hippocampe impliqué dans la mémoire et l'apprentissage, ce qui permet un meilleur état cognitif global et de manière plus large, une plus grande sensation de bien-être, grâce notamment à une augmentation de la dopamine et de la sérotonine. Et oui, encore elle. Puis, pendant la période d'ovulation, ce pic d'œstrogène se maintient et stimule encore plus l'activité de l'hippocampe et du cortex préfrontal, ce qui booste les capacités cognitives et l'humeur, mais aussi la motivation sociale et la confiance en soi. Les filles, vous avez bien noté? Mais malheureusement, cela ne durera pas très longtemps, car à la phase lutéale, la progestérone prend le relais, ce qui réduit l'excitation neuronale et augmente l'activité de l'amygdale. À cause de ça, la sensation de stress et de mélancolie se décuple et s'accompagne parfois d'une plus grande sensibilité émotionnelle et d'une baisse d'énergie. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'apparaissent les symptômes du fameux et redouté syndrome prémenstruel, durant lequel certaines femmes peuvent ressentir irritabilité, saute d'humeur, fatigue et fringales en raison de l'inévitable chute brutale des œstrogènes et donc de la sérotonine. Et comme ceci est super fun, cette chute se prolongera au cours des menstruations, ce qui augmente fatigue et sensibilité à la douleur. Cependant, stop au cliché t'as tes règles quoi, car cela ne concerne pas toutes les femmes et certaines femmes ressentent au contraire un regain d'énergie dès le début du nouveau cycle. Tout
est en fait une question de facteurs individuels. Et voilà, à la suite de ces 5 à 7 jours de menstruation, on repart par un nouveau tour de manège d'ajustement hormonal quotidien et ainsi de suite, ainsi de suite. Pour mettre pause sur ce cycle de up and down et de fluctuations constantes, il existe une solution. L'implantation d'un embryon dans l'utérus. Oui, la grossesse. Bon, en fait, en vous disant ça, je vous mens un tout petit peu, car certes, la femme enceinte ne connaît pas ces fluctuations hormonales continues, mais on sait maintenant que durant la grossesse, des transformations profondes s'opèrent dans des régions cérébrales importantes comme l'amygdale et le cortex préfrontal. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le pregnancy brain. En effet, des récentes études d'imagerie ont révélé que durant la gestation, le cerveau maternel subit des changements neuronaux surprenants. Et oui, dès la 9e semaine, le volume de la matière grise, c'est-à-dire l'amas de corps de neurones, diminue de plus de 4%, et ce, notamment dans les cortex préfrontal, temporal et cingulaire, tandis que la matière blanche, c'est-à-dire les axones, ces câbles qui relient les neurones, se renforcent temporairement pour optimiser la communication entre les régions. Ce phénomène qui est loin d'être pathologique serait en fait un affinement du cortex orchestré par l'abondance d'œstradiol et de progestérone et qui est totalement programmé pour préparer le cerveau à mieux accueillir le nouveau-né, pour savoir comment percevoir et réagir efficacement aux signaux du bébé qui, dans un premier temps, ne communique que par des cris, des pleurs et quelques mouvements corporels. En fait, en se spécifiant davantage dans ces zones ciblées, le cerveau consolide les régions cérébrales impliquées dans ce qu'on appelle la cognition sociale, c'est-à-dire notre faculté à comprendre les désirs, les émotions et les intentions des autres. Du coup, la consolidation de ces régions supports va permettre, dans un premier temps, de susciter chez la nouvelle mère de l'intérêt pour son bébé, puis de déclencher et favoriser des comportements maternels, renforcer son attachement pour le bébé et la pousser à être plus vigilante à ses besoins. En gros, la femme est littéralement optimisée pendant la grossesse pour devenir une maman au super pouvoir. Mais ce qui est tout autant fascinant est que selon les travaux de la chercheuse espagnole Elcine Oxima, ces changements seraient maintenus, toujours sous l'influence des hormones sexuelles, pendant au moins 2 ans après la naissance et ne seraient potentiellement pas totalement réversibles. Et c'est grâce à ces changements de structuration cérébrale que la mère deviendrait et resterait plus sensible à son environnement pour protéger son enfant. C'est peut-être finalement ce qu'on appelle l'instinct maternel. Mais avant de vouloir vous conforter dans l'idée que seule la mère est capable de prendre soin de son enfant, notez que le père aussi connaîtra une baisse de testostérone dans les premières semaines pour lui permettre d'être tout aussi prompte à prendre soin du bébé. N'est-ce pas magique tout cela ? Une autre manière de sortir des montagnes russes hormonales du cycle menstruel, c'est bien sûr la ménopause. La ménopause intervient généralement entre 45 et 55 ans et survient lorsque les ovaires arrêtent leur sécrétion hormonale d'œstrogène et de progestérone et stoppent la formation mensuelle d'un ovule. À ce stade, on assiste donc à une diminution significative des œstrogènes, ce qui bien sûr entraînera une réorganisation cérébrale dans les zones qu'on a déjà citées, l'hippocampe et le cortex préfrontal, impliqués dans la mémoire et le traitement des émotions. Évidemment, de tels changements peuvent occasionner quelques ajustements cognitifs au début, et certaines femmes rapportent à cette période un brain fog, une sensation de brouillard, avec l'apparition de petits oublis qui seront cependant temporaires. Toutefois, certains travaux suggèrent que sur le long terme, l'absence de fluctuations hormonales répétées permettrait finalement au cerveau de se stabiliser et de renforcer ses connexions neuronales, ce qui lui apporterait une meilleure maîtrise et résilience émotionnelle. Et c'est peut-être en partie l'origine de cette sagesse inspirante que l'on retrouve chez nos grands-mères adorées. Le cerveau féminin est continuellement en mouvement. Une harmonie de connexion qui se tisse, se défond et se réinvente au gré des saisons de la vie. Modelé par les fluctuations hormonales, sculpté par l'expérience, le cerveau d'une femme est configuré pour allier raison et émotion, logique et intuition
force et sensibilité. Nous l'avons vu, sa forte connectivité interhémisphérique favorise une pensée fluide, capable de naviguer entre les différents registres, d'associer les idées et de décoder les émotions avec finesse, sous l'influence des œstrogènes qui modulent la cognition et de la progestérone qui ajuste les équilibres émotionnels. Mais ces mécanismes ne sont pas figés et sont parfois modulés par des facteurs environnementaux, sociétaux et culturels. Et c'est bien là la véritable essence du cerveau féminin. C'est d'être un cerveau en perpétuelle métamorphose, capable de s'ajuster quotidiennement aux changements et répondre aux défis qu'impose chaque étape de la vie. Loin des clichés qui le peignent tantôt comme fragile, tantôt comme uniquement contrôlé par les émotions, il est avant tout adaptable. Et cette plasticité est en fait sa force qui a permis depuis des siècles aux femmes de s'ajuster aux contraintes de leur environnement, de développer une résilience face aux défis de leur quotidien, d'innover, de créer et de savoir embrasser tous les jours des rôles multiples sans pour autant s'y cantonner. Tantôt mère, tantôt compagne, tantôt amie ou sœur, elles savent changer de cap et nous inspirer. Et dans nos sociétés ultramarines où les femmes, potomitans, sont au cœur des dynamiques familiales, sociétales et culturelles, cette capacité d'adaptation prend tout son sens. Des pionnières qui ont contribué aux grandes avancées de notre monde, on en connaît peu, mais il y en a tant. Et cela nous rappelle que si le cerveau féminin est différent dans son organisation, il ne justifie ni hiérarchie, ni stéréotype, car il n'est ni plus ni moins performant qu'un cerveau masculin. Il est juste façonné pour savoir être évolutif et flexible. Reconnaître cette réalité devrait nous encourager à dépasser les préjugés liés au genre et valoriser les compétences et les talents de chacun, indépendamment de leur sexe. Et plutôt que de figer les rôles et perpétuer des biais sexistes, peut-être gagnerait-on à repenser nos perceptions, ouvrir nos horizons et accorder à chacun, femme comme homme, l'espace d'exprimer pleinement son potentiel sans que sa biologie ne soit le prétexte à l'inégalité, mais plutôt exploitée comme une richesse à intégrer pour encore mieux se compléter. Voilà, c'est l'heure de se déconnecter. Merci en Shai d'avoir été des nôtres. Si vous avez aimé cet épisode, si cet épisode vous a autant intrigué que fasciné, exprimez-vous en commentaire. Offrez-nous 5 étoiles et partagez autour de vous. Et puis tant qu'à faire, pour ne plus rien rater de Neureka, suivez-nous sur les réseaux sociaux et ajoutez-nous en favoris sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Podcast Addict et maintenant Angami pour ceux qui, comme moi, sont au Moyen-Orient. Au Pakistan,